Nous passons maintenant aux offreurs des solutions. Alors, on poursuit du coup notre découverte des offreurs de solutions. On en a eu 3 ce matin, donc 3 pour cet après-midi. On va commencer par TrainSmart Online. Donc, je vais accueillir Greg Sinigaglia de Malibran. Dans la presse, c'est... Pas grave, je vais le passer, tant pis. Yes. Voilà. Hop. Bien joué pour la prononciation, Victor. Très bien. Merci pour cette opportunité de présenter notre solution. Tout d'abord, notre entreprise, on s'appelle Corollo, la compagnie Rochesse du logiciel. On est éditeur de solutions informatiques pour les entreprises, donc depuis 2008. Une équipe de 14 collaborateurs basée sur La Rochelle. 100% de nos développements sont internalisés. Le fil conducteur de nos solutions, c'est de favoriser la conformité réglementaire et la responsabilité des entreprises par des outils digitaux. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on va s'approprier des sujets qui sont complexes, des process complexes, créer des outils autour pour accélérer tous ces processus, les simplifier. En fait, redonner la possibilité à l'humain de se concentrer sur des choses d'humain à forte valeur ajoutée et ne plus consommer du temps sur des tâches chronophages, suivre des fiches, suivre des fichiers Excel, etc. 3 thématiques, donc 3 de nos solutions qui sont ici dressées par ordre de parution. Popeye, donc le pilotage des politiques inclusives. Donc on est ici sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec tout un aspect derrière pour des entreprises qui ne seraient pas équipées de devoir justifier des calculs, etc. Donc des tâches complexes et qui, à l'aide d'un outil, sont rendues plus simples, un gain de temps pour les utilisateurs. Et surtout, une donnée fiabilisée. Et ça, c'est très important. Spread & Call pour donc une plateforme web collaborative et interopérable pour les retraits-rappels dans le milieu du retail, donc à destination des distributeurs et des industriels. Donc en ce moment, on est en plein dedans dans l'actualité. Et TrainSmart Online, donc la raison de notre venue aujourd'hui, qui est je vais d'abord vous présenter notre démarche d'accompagnement qu'on a eue avec Alstom, donc qui était nos premiers pas à nous dans le ferroviaire, pour ensuite vous expliquer comment on en est venu à créer ce projet, donc ce projet d'entrepôt de données collaborative et interopérable pour la digitalisation et l'identification des pièces du milieu ferroviaire. Une expérience en matière de traçabilité qui date de 2013, donc qui a commencé avec la collaboration avec le groupe Carrefour, où on a développé leur SI interne donc, de gestion des retraits-rappels, qui est aujourd'hui toujours maintenu par nos équipes en 2022. Donc là, sur ces sujets-là, vous comprenez qu'on a des gros enjeux de traçabilité, à savoir quels sont les lots incriminés, où est-ce qu'ils se trouvent, combien ont été rappelés, combien sont encore en circulation, donc avec derrière des enjeux de sécurité pour le consommateur. En 2008, nos premiers pas dans le monde de GS1, suite à la création d'un groupe de travail sur les retraits-rappels. Voilà. Et en parallèle de ça, on a commencé, nous, le développement de notre plateforme. Donc on s'est dit qu'il ne fallait pas traîner. On s'est appuyé sur nos compétences et nos expériences qu'on a acquises déjà par le passé. On s'est entouré d'acteurs, toutes les parties prenantes qui interviennent dans le processus de retrait-rappel. Donc on a rencontré des avocats, des industriels, des distributeurs, des assureurs, pour être certain de faire une solution vraiment adéquate. Donc ça a été 18 mois de conception, à s'entourer d'acteurs, à récolter les besoins utilisateurs, à confronter nos idées aux réalités opérationnelles. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on a fait exactement la même démarche avec le ferroviaire, donc qui a débuté en 2019 avec Alstom. Donc comment on est venu à passer du caddie de magasin au TGV? Alstom a intégré dans ses spécifications pour les fournisseurs la nécessité, donc l'exigence du marquage GS1. Et il recherchait quelqu'un qui connaisse GS1, capable d'être au téléphone, à accompagner l'ensemble de ses fournisseurs, donc environ 200 fournisseurs, les informer sur le sujet de GS1, parce que tous ne connaissaient pas GS1, expliquer le standard, valider sa compréhension, en fait les faire tous monter en compétences. Hop. Donc au-delà de notre connaissance de l'environnement GS1 et des problématiques de traçabilité qu'on a rencontrées par le passé et qui ont fait qu'on connaissait le sujet, c'était surtout notre compétence de facilitation de projet et d'accompagnement au changement qui a été utilisée. Donc avant de collaborer avec Alstom, on s'est restructuré en interne, on a repensé notre manière de travailler,
On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, itérative, on essaye des choses, on expérimente, ça marche pas, on réessaye autre chose. Et c'est exactement comme ça qu'on a fait avec Alstom. En fait, on est arrivé avec un plan d'action, tout simplement, et on s'est dit, on va itérer. On a une méthode qu'on pensait bonne, on est parti de faire un état des lieux, on a fait des fiches pour les fournisseurs pour leur expliquer le standard, comment codifier les choses, on a organisé des webinaires pour les accompagner, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a accompagné une centaine de fournisseurs d'Alstom, qu'on était basé sur une collaboration de 1 an initialement, qui a été reconduite 2 fois, et donc ça fait 2 ans et demi qu'on collabore avec Alstom. Pardon. Au-delà de ça, on est arrivé à un processus aussi de vérification de la conformité des étiquettes. C'est-à-dire qu'en fait, chez Corollo, les fournisseurs d'Alstom ou autres nous envoient plusieurs étiquettes, donc sous différentes formes. Ici, on a du métal, des étiquettes et de la gravure. Et en fait, nous, chez Corollo, on vérifie en amont la conformité des étiquettes pour que, in fine, il y ait cette qualification Calicode. Donc que l'étiquette passe la qualification. Et en fait, en cas d'erreur, pareil, dans notre démarche, on itère avec les fournisseurs, on leur dit ce qui va pas. Donc par exemple, ça peut être des marges qui sont trop petites, des data matrix mal encodées. Donc on itère jusqu'à trouver la bonne solution pour être certain que ça passera la qualification. Donc ici, vous retrouvez tous les piliers de notre accompagnement. Donc c'est ce que j'ai décrit précédemment. Donc on est vraiment passé par une étape d'essai. Avant, on ne connaissait pas du tout le milieu du ferroviaire. On a appris sur le tas. Et de toute façon, nous, c'est ce qu'on aime. On aime s'approprier des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort. Chose que je suis en train de faire actuellement aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc je vais pas les répéter un par un. De toute façon, j'imagine que la présentation est partagée. Ouais, ok. Tout ça pour dire qu'on a essayé des choses, on a investi, on a investi dans du matériel, donc du matériel Zebra pour l'impression. C'est-à-dire qu'on avait des fournisseurs qui, eux, n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas la connaissance sur comment est-ce qu'il faut imprimer des étiquettes, sur quel format, même pas de connaissance d'encodage. Donc on s'est dit, bon, on essaye, on investit dans du matériel, dans du consommable. On leur propose une offre d'impression, typiquement. On en a qui sont venus nous contacter. Est-ce que vous savez faire de la gravure? La gravure, c'est un tout autre métier. Donc on s'est dit, bon, du coup, on s'est rapproché d'un atelier local qui fait de la gravure. Et pareil, on a déporté notre expertise sur le sujet pour répondre aux besoins des fournisseurs. Donc là, je parle des fournisseurs d'Alstom, mais aussi d'autres fournisseurs qui sont venus nous contacter. Donc toute cette étape tout ce projet de réflexion, on a accompagné les fournisseurs dans l'adoption du standard, dans leur compréhension, dans comment est-ce qu'on encode des data matrix, comment est-ce qu'on conçoit des étiquettes, comment elles sont conformes. Mais en fait, on s'est dit, bon, chez Corollo, on est éditeur de logiciels, on est là pour simplifier la vie des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas finalement une solution en ligne qui fait tout ça? C'est le sujet d'aujourd'hui, Trainparts Online. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble, où en fait, c'est une application disponible pour tous les fournisseurs j'allais dire du retail, mais pas du tout, du ferroviaire, où il va pouvoir gérer son plan de codification, générer son data matrix conforme, donc tout simplement, avec juste des champs, ça va le générer derrière, concevoir ensuite des étiquettes, donc on a mis en place un designer d'étiquettes où il va pouvoir choisir où mettre son logo en fonction de la taille de son étiquette, où mettre le HRI, etc. Et derrière, entrer dans un processus d'impression d'étiquettes, de gravage, faire certifier ces étiquettes, donc toujours avec le processus Calicode. Et l'élément le plus important, et M. Baudry l'évoquait tout à l'heure, on arrive au partage de la donnée produit. Donc c'est pourquoi aussi la création de cette plateforme. Donc on est sur un portail web qui est alimenté en saisie manuelle ou interfacé avec des ERP, toujours dans une démarche d'aller le plus vite possible. Si j'ai beaucoup de données à importer, on ne va pas les taper une à une à la main, on va importer des fichiers ou faire des API. On a une API pour partager des données et une application mobile qui est là pour lire des informations, donc typiquement récupérer la fiche produit de la pièce. Donc ici, vous avez, alors je ne sais pas si c'est un peu clair, ça va. Vous avez un schéma global qui retranscrit notre idéologie
de data pool, on va dire, donc d'entrepôt de données. Donc nous, notre idée derrière, c'est de faire un peu à la même manière que le retail a fonctionné, avec des data pools type Alchemix ou même Code Online de GS1, où en fait on a une information très structurée, homogène, présente dans une base de données, ou plusieurs. Et ensuite, à partir de là, on peut diffuser de l'information de la même manière. Et on peut construire des applications autour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez Yuka, vous scannez un code barre. Bah, le code barre, finalement, l'information, on récupère cette donnée dans un entrepôt de données et on est sûr d'avoir de l'information conforme et fiable. Et ça, c'est important. Et donc, on est sur un processus qui pourrait être en place en fait, sur tout le cycle de vie d'une pièce, de sa construction jusqu'à sa destruction ou son recyclage. On va pouvoir y glisser des documents, donc des PV réglementaires, de la doc technique, donc la doc sur les processus de recyclage, y glisser la date de garantie, etc. En fait, le but demain, c'est qu'un opérateur qui en possède les droits agréés vienne scanner la pièce, récupère seulement l'information dont il a besoin, donc par exemple les opérations de maintenance, fasse son opération de maintenance, mette à jour directement dans la fiche produit sa nouvelle opération, et ensuite sa vie. On pourrait imaginer aussi des choses comme localiser des pièces. Donc est-ce qu'elles sont sur un train, est-ce qu'elles sont sur un camion, est-ce qu'elles sont quelque part? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des problématiques. On connaît la localisation des pièces seulement quand elles arrivent dans l'atelier pour être réparées. En fait, toute la puissance même du standard de GS1, elle repose pas que sur son utilisation qu'elle est faite aujourd'hui sur l'utilisation du TGV. Il y a vraiment des enjeux logistiques derrière avec lesquels on peut répondre à ces problèmes. Et puis même, en soi-même, l'idée de ce data pool, même aujourd'hui encore, on n'a pas encore toutes les idées qui peuvent subvenir sur qu'est-ce qu'on va pouvoir créer autour. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a tous besoin. Il peut y avoir un entrepôt, il peut y en avoir deux, mais il y a juste besoin le prérequis, c'est de parler le même langage. Donc en l'occurrence ici GS1, pour ensuite diffuser l'information de la bonne manière. Ce matin, pendant une table ronde, il était évoqué le sujet que le suivi et la traçabilité d'une pièce était impossible si les informations étaient stockées sur une étagère, dans un classeur ou dans un fichier Excel. Et c'est typiquement le sujet ici, c'est d'avoir une application qui est simple d'ergonomie, simple d'accès, avec surtout de l'information homogène de structurée à l'intérieur, pour pouvoir ensuite construire des choses autour. Donc on a vraiment ici une réelle conviction d'avoir une relation, des pièces parents-enfants, de pouvoir remonter directement à la source, une notion de projet, sous-projet. On intègre des kits, dans ces kits il y a des pièces, etc. Donc on digitalise au maximum l'information. Et notre conviction, c'est qu'il faut agir le plus vite possible pour que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand un nouvel acteur du ferroviaire arrive, on n'ait pas à se reposer les mêmes questions qu'on s'est déjà posées. C'est du plug and play, entre guillemets. Et voilà. Donc en fait, en agissant le plus vite possible, ça nous évite, si je peux me permettre le jeu de mots, d'avoir un train de retard sur le futur et donc de construire des choses. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur le stand, nous contacter ou bien les poser maintenant. J'essaierai au mieux d'y répondre, sinon j'ai la carte du Joker. Ou des commentaires. Ou alors c'est très très clair. Bon, si c'est très très clair, tant mieux. Hein. Oui, juste une question. Comment s'articule la base de données avec PCIS de GS1 ? Aujourd'hui, on est en train de discuter avec plusieurs acteurs pour essayer de s'orienter au mieux vers le meilleur modèle de données. Donc, comme je l'ai dit, on est sur le stade on essaye, on itère. Là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre à votre question, ou alors il faudrait que je demande à mes collaborateurs qui, eux, ont assisté à ces réunions plutôt internes. Mais aujourd'hui, on est au stade de faire des POC, enfin des démonstrateurs, parce que certaines personnes n'aiment pas le mot POC. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Greg, en tout cas.
pour la suite, je vais appeler Abdelila Sanif pour la présentation de Dev FCI. Merci. Bonjour à tous. Donc Abdelila Sanif de Dev CSI. Depuis ce matin, il écorche le nom, mais bon. Je me suis dit, il va y arriver le... Non, mais pas encore. C'est pas grave. Ok. Donc... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun souci. Donc en fait, nous... donc en fait, Dev CSI, c'est une société qui développe des logiciels sur mesure à la base. Et nous, en fait, on est des anciens, entre guillemets, GS1 Rail, parce qu'on a été dès la première guideline qui était en fait le fait de mettre l'EVN, qui est l'immatriculation du matériel roulant, dans une puce RFID. Donc en 2013, je crois 2013, on avait acté tout ça à Nuremberg, je m'en souviens. Donc voilà, depuis ce moment-là, en fait, on a suivi un certain nombre tous les guidelines ou les standards. Et on en a co-rédigé, enfin on a fait partie de deux, donc tout ce qui est EPCIS, etc., dans le domaine ferroviaire. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, traçabilité. On a développé en fait un logiciel qui s'appelle Holistic, qui est une plateforme de management de la maintenance et du soutien logistique. Parce que la maintenance dans le domaine ferroviaire, c'est un truc un peu plus complexe que la maintenance en règle générale. On est dans la maintenance d'un système complexe et le soutien logistique intégré, en fait, pour information, ça vient du domaine militaire. Donc avec des normes, la 1000 STD 1388, etc. Donc on a pris ces normes-là et on les a mis un peu en mode ferroviaire. On a eu l'occasion de collaborer avec la SNCF pendant 12 ans. Donc voilà, donc en fait, on a une certaine expertise dans tous ces domaines-là. Alors pour la partie RFID, en fait, on a développé un logiciel qu'on a appelé Plugin Rail. Alors, on utilise Holistic, on utilise Plugin Rail. Je vais essayer après de vous dire comment ça fonctionne ensemble. Donc Plugin Rail, en fait, c'est un logiciel qui est entre guillemets 100% GS1 compliant, dans le sens où en fait, on fait partie de toutes les guidelines. Alors, le but, c'est de digitaliser l'immatriculation du matériel roulant. Ça veut dire que demain, en fait, vous avez un nouvel opérateur qui arrive et qui veut digitaliser en fait son immatriculation. Ben, nous, c'est natif, donc on a une liste de VN. Après, il les met et tout est codé. Alors, ça permet une multitude de choses parce qu'on va capturer les informations. Donc ça, on en a parlé beaucoup durant toute la journée. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. Et après, surtout, c'est comment je les exploite, comment j'exploite les données. Donc nous, on a imaginé en fait tout notre système, si vous voulez, parce qu'on a vu dans les différents groupes de travaux que souvent c'est assez compliqué qu'on se mette d'accord, ne serait-ce que par exemple sur une liste de choses à tracer, etc. Donc nous, notre système, il est totalement générique et totalement modulable, dans le sens où, par exemple, donc on parlait des événements EPCIS, s'il y a des événements EPCIS qui ne sont pas dans le standard, on pourra les rajouter, tout en restant en fait compliant. Donc c'est le but en fait un peu de notre démarche. On a imaginé plusieurs cas d'application, donc l'identification du matériel roulant en lui-même, donc avec standard GS1, donc on va identifier le MR avec un tag RFID, donc ça c'est déjà déployé de toute façon côté SNCF, mais pour d'autres opérateurs. On va identifier les assets. Alors, les assets, donc les actifs qu'on va identifier, bon, ça vous le savez mieux que moi, mais c'est tout ce qui est, par exemple, essieux, bogies, etc. Et surtout, on va faire les liens des identifications. Alors, je sais que tout le monde, enfin, pour ceux qui travaillent beaucoup dans la RFID, beaucoup n'utilisent pas la user memory, ce que je peux comprendre, en fait, parce qu'on dit, bah voilà, on ne veut pas, en fait, embarquer des données dans la user memory. Bon, juste pour faire rapide, dans une puce RFID, vous avez une partie identification et une partie user memory. En gros, c'est une sorte, entre guillemets, de mini-clé USB. En fait, c'est un espace mémoire où on peut mettre des choses. Donc, nous, on a développé une sorte de langage pour pouvoir écrire d'une manière standard dedans. Donc, avec un langage à balises, etc. Et en fait, nous, on l'utilise. Alors, on l'utilise pourquoi ? Alors, on s'est inspiré du monde de l'aéronautique, justement, qui ont, eux, une norme qui s'appelle l'ATA-SPEC 2000. Et en fait, dans l'ATA-SPEC 2000, bon, il y a plusieurs choses dedans, mais l'une des normes qu'ils ont dedans, en fait, c'est dans les puces RFID. Donc, je crois que c'est l'A350 Neo de chez Airbus. Il a 1500 tags RFID embarqués. Et sur les 1500 tags RFID embarqués, chaque organe, en fait, qui est tagué, il y a un suivi de maintenance. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais... Alors, visiblement, au début, ils ont essayé de mettre un méga système international, etc., où tout le monde peut être interopérable et tout.
On sait très bien que déjà, même au sein même d'une société, c'est compliqué. Alors, à l'échelle internationale, ça va être encore autre chose. Et donc là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, bon, on va arrêter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des tags RFID qui ont une partie d'informations sur la maintenance. Et donc, par exemple, lorsque mon avion Air France, enfin l'A350 Neo, par exemple, il part de Charles de Gaulle, arrivé à Pékin, avant qu'il reparte, on va faire un check-up, hein, comme tout le monde. Et donc, en gros, ils vont lire les 1500 tags. Donc, ça va très vite, hein. 1500, c'est pas un code barre. Donc, on va lire les 1500 tags et surtout, on va avoir toute la maintenance que j'ai à faire à Pékin. Et ne pas attendre en fait d'avoir un organe que j'aurais dû vérifier mais que j'ai pas réussi à vérifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On arrive à Pékin, donc je sais pas moi, je vais faire la petite maintenance que j'ai à faire et je vais le noter. Au moment où je vais le noter, ça va s'intégrer dans la puce RFID. Comme ça, lorsque l'avion revient à Charles de Gaulle, eh bien là en fait, on va pouvoir mettre à jour notre système d'Air France Industrie par exemple. Et donc ça c'est le but en fait de l'ATASPEC 2000. Donc nous on a repris un peu tous ces thèmes-là et on a voulu un peu mettre ces couches-là dans le domaine ferroviaire. Alors quelques cas d'utilisation que j'ai voulu un peu démontrer. Bon, là, c'est vrai que j'en ai... Ouais, j'ai parlé de là, mais après, sinon, il y a les process de maintenance aussi en centre de maintenance qu'on peut imaginer, par exemple. C'est-à-dire, lorsque mon train rentre en centre de maintenance, je peux lui mettre les opérations de maintenance pour lesquelles il est rentré. Et donc, je vais utiliser cette user memory. Donc, vraiment, on l'utilise comme une sorte de clé USB. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas que les données soient persistantes, mais surtout de pallier à la déconnexion. Parce que souvent, en fait, on dit oui, OK, tout est dans le cloud, très bien. Lorsque je suis dans un milieu hostile, il n'y a rien, il n'y a pas une barre dans mon téléphone, là, je ne peux rien faire. Et donc là, pour éviter ça, j'ai quand même un minimum d'informations sur la puce RFID, donc ce mode déconnecté. Et donc là, par exemple, on peut imaginer, je rentre dans le centre de maintenance, je vais mettre les 3 opérations pour lesquelles il est rentré, après, je vais les checker à chaque fois que je passe dans le process. Et une fois que je les check, à la sortie en contrôle qualité, entre guillemets, j'arrive, c'est beaucoup plus rapide. Parce que j'arrive, je sais exactement qui a fait quoi. Ça, c'est encore une fois, pour pallier un certain nombre de déconnexions. Donc la traçabilité des tâches de maintenance, parce qu'après, une fois que vous êtes en puce RFID, vous pouvez tracer de plus en plus de choses. Par exemple, je peux dire quel agent a fait quoi, etc., ce qui est normal. Donc voilà. Donc, l'un des exemples, c'est la composition du MR en automatique. Donc ça, à partir du moment où on va pouvoir identifier chaque caisse, là, pour le coup. Donc j'ai chaque caisse, un tri-caisse, au moment où il va passer, bon, ben voilà, c'est dans cet ordre-là que je l'ai vu. Donc ça n'a pas beaucoup de plus-value dans un tri-caisse, parce qu'on ne va pas changer la caisse du milieu souvent, mais par contre, dans le milieu du fret, c'est ultra important. Ça, dans le milieu du fret, je vais avoir, alors c'est le fameux entre guillemets jumeau numérique, mais dans le milieu du fret, je vais avoir par exemple 20 wagons et je les ai mis dans cet ordre-là dans la zone de triage. C'est ce que j'ai déclaré dans mon système. Par contre, en ayant un lecteur RFID en sortie, je vais pouvoir vérifier qu'effectivement, c'est bien ce que j'ai mis en place, parce qu'on a pu se rendre compte que des fois, ce n'est pas le cas. Alors quand c'est de l'international, fret international, c'est encore pire. Parce que derrière, justement, c'est un Nuremberg, au bout d'un moment, ils se sont trompés. Bon, et le wagon, il est parti en Pologne au lieu d'aller vers l'Espagne. Donc, bon, voilà. Donc c'est un peu plus complexe. Donc voilà. Donc ça, c'est un des cas d'utilisation qu'on peut imaginer. Après, il y a les identifications des MRO d'un MR. Donc ça, en fait, c'est la gestion de configuration. Donc dans l'autre logiciel qui s'appelle Holistic, en fait, on va venir gérer la configuration des articles de configuration et les articles de configuration installés. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que j'ai le même train, mais j'ai changé un moteur, par exemple. Au bout d'un moment, j'ai changé ce moteur-là. Donc j'ai acheté une série de trains, voilà, j'en ai acheté 100, c'est les mêmes, normalement, même si ça ne sera pas les mêmes, mais j'en prends 100, et après, au bout d'un moment, je sais pas moi, au bout d'un moment, il y en a un qui tombe en panne, donc je change complètement le moteur, mais le moteur est obsolète, donc je suis obligé d'avoir un nouveau moteur. À ce moment-là, en fait, je vais avoir en fait une configuration, ce qu'on appelle une configuration différente. Okay, donc à ce moment-là, il faut que je puisse le suivre de A à Z, aussi bien dans mon système d'information, parce qu'on s'est rendu compte que dans les systèmes d'information, des fois ça tourne bien, mais lorsque je vais venir en fait le tracer au niveau du train, en fait, je vois que non, je n'ai pas la bonne configuration. Donc nous, le but ici, c'est de pouvoir définir ce qu'on appelle des positions en termes d'articles de configuration. Donc c'est ce que j'ai mis S11, S10, S02, etc. Donc là, je vais mettre des positions. Tout ça, c'est dans un système à côté. Et lorsque mon train passe, je vais venir le lire. Je vais lire ces informations dans le bon endroit parce que je vais coder. Et ça, c'est dans le standard qui parle du MRO. Donc là, on va venir coder en fait dans quelle position il est et quel type c'est. Donc il y a un type pour les essieux, etc. Et donc à ce moment-là, je vais venir coder et je vais venir récupérer l'ensemble des informations, non plus en automatique, en fait, non plus en saisie ou en système, mais vraiment en automatique, en disant effectivement la configuration du train que je viens de voir passer est exactement la même que celle que j'ai dans le système d'information.
C'est ultra important, surtout lorsqu'on a des échanges d'organes et surtout lorsqu'on a des RA, enfin lorsqu'on a des problèmes des accidents en fait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, des fois, lorsqu'il y a un accident, en fait, on va changer un certain nombre de choses et des fois, vu qu'on est en mode sécuritaire, etc., on va oublier, entre guillemets, de mettre un certain nombre d'informations parce que des fois, on a un autre système d'information d'urgence. Et donc, on travaille avec le système d'information d'urgence et pour après resynchroniser, c'est un peu compliqué. Or là, c'est directement la pièce qui a l'information. Et tout ça, après, on va le partager en EPCIS. Alors là, c'est un exemple en fait, de PCIS qu'on a fait assez simple, mais en gros, c'est d'avoir par exemple la gestion de configuration directement dans un EPCIS. C'est-à-dire que lorsque je vois mon train passer, alors après, il y a plein d'événements, par exemple l'aggregation event, etc., qui va nous permettre de faire, que ce soit des kits ou de tel train, je l'ai vu passer avec tel essieu en telle position, puis ça, puis les roulements, tout ce qui est tracé en fait. Et là, on va pouvoir retrouver ces informations-là. Encore une fois, comme je disais, on va pouvoir aussi tracer des choses qui sont... Alors parce que normalement, ça nous le permet avec des extensions en fait dans le standard, on a des rails extensions pour pouvoir rajouter du jargon en fait, du jargon métier. Et donc ça, on pourra le faire pour être à chaque fois 100% compliant. Ensuite, alors, ce qui est intéressant parce qu'on est pas mal expert dans le domaine de la maintenance, c'est aussi d'avoir la fameuse fiche de vie en fait d'un matériel roulant par exemple. Donc là je vais identifier donc avec un lecteur RFID, je vais venir identifier et je vais regarder en fait les 2 dernières opérations de maintenance qui ont eu lieu. Donc si elles ont eu lieu et là avec ou sans du retard, l'opération de maintenance que j'ai à faire ou qui doit avoir lieu, donc la date du jour en fait, et les 2 prochaines opérations de maintenance. Pourquoi ? En fait ça nous permet d'avoir dans la puce embarqué on va dire une projection rapide, c'est juste les 2 prochaines opérations de maintenance préventive, je parle bien parce qu'on ne va pas inventer aussi correctif, mais en préventif. Et après, on a aussi, si tout se passe bien, ça nous permet à un instant T juste d'avoir une photo, de dire ok, bon, il a l'air d'être tout au vert, il n'y a pas de souci, ou non, au contraire, ça a l'air d'être compliqué. Et donc après, on va saisir la maintenance si on a de la maintenance à faire. Donc vu qu'on est sur des lecteurs RFID portables, etc., donc on peut faire des photos, etc., mais toujours en mode déconnecté aussi sur un certain nombre de choses. D'accord ? Okay. Et ensuite, derrière, après, on a au niveau de l'identification de maintenance, tant qu'on peut mettre, on met. Alors, dans la fameuse ATASPEC 2000 de l'aéronautique, en fait, ils gardent les 13 dernières opérations de maintenance. Donc après, il faut que le tag RFID soit dimensionné pour. Mais ils gardent les 13 dernières opérations de maintenance. Nous, on ne sait pas si on garde les 13 dernières, mais ça va dépendre en fait des cas d'utilisation. Mais surtout, en fait, on va, par exemple, là, ici, on a la date de mise en service, on a fait une visite initiale, on a fait un échange de porte, on a fait un reprofilage. Alors, BEI, c'est un organe. Ça nous permet de dire, j'ai fait, c'est-à-dire d'entrer dans le train, je sais exactement ce que j'ai fait aussi sur les organes qui le composent. Donc, un BEI, par exemple. Donc, reprofilage, j'ai fait une visite générale, etc., etc. C'est une sorte d'extrait, mais qu'on va pouvoir avoir en mode déconnecté. Alors, la maintenance des MRO en eux-mêmes, alors là, c'est pareil, c'est-à-dire est-ce que je vais faire ma maintenance à l'essieu, aux bogies, au roulement, à l'axe, etc., etc. Donc là, c'est pareil. En fait, on prend le même système qu'au niveau du matériel roulant, mais sauf qu'on est dans un composant qui lui-même a des sous-composants. Après, ça devient exactement le même système. Donc on va identifier, par exemple, si je fais de la maintenance à l'organe au niveau des bogies, par exemple, si vous prenez le tramway, au bout d'un moment, il y a beaucoup de maintenance aux bogies, donc on enlève le bogie, on remet un autre bogie pour que le tramway puisse repartir, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il soit trop immobilisé parce qu'on perd de l'argent. Donc pendant ce temps, c'est ce qu'on appelle les URA, les unités remplaçables en atelier. Non, URI. Je sais plus. Bref, donc on les reprend. Une fois qu'on les reprend, en fait, on va aller faire notre maintenance, etc. Et puis après, on va les remettre. Mais ça veut dire que lui-même a sa propre fiche de vie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'information dont on a besoin, c'est tel bogie. Quand je vais le scanner, je veux savoir, il a été installé. Par exemple, ici, il a un birthday, en fait. Quand est-ce que je l'ai reçu ou quand est-ce qu'il a été créé ou produit. Il a été posé sur tel matériel roulant. Il a été déposé. Après, j'ai fait un reprofilage. Je l'ai reposé sur un autre matériel roulant, etc., etc. Ça nous permet, en fait, aussi d'avoir toutes ces informations-là qui sont dans le matériel, enfin dans l'organe par exemple, mais également dans notre système. Et en fait, on voit que plus on identifie d'une manière fine, plus après c'est énorme en termes de projection. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui on parle souvent d'intelligence artificielle, etc. et tout, ça c'est bien, mais en fait tant que la donnée n'est pas structurée et organisée, ça ne sert à rien. Donc là, si j'ai pas toutes les informations là et de l'historique, je vais pas pouvoir en fait me projeter. Or là, on va pouvoir avoir vraiment une projection, notamment du fait aussi d'avoir une identification en GIAI, par exemple, où on est sur l'unique ou SGTIN, etc. Donc, tout ça, de toute façon, c'est paramètres. Donc, voilà. Ensuite, pour la dernière.
Donc voilà, je vous ai donné, en fait, moi je voulais plus passer sur beaucoup d'exemples de tout ce qui est faisable. Donc la plateforme qu'on a développée, elle est basée sur les standards GS1, alors standard ou guideline. Hein. Donc ça, c'est donc que ce soit EPC Gen 2, RFID Inrail, c'est la première guideline du groupe de travail ferroviaire, donc qui était en 2011 et 2013, là où elle a été signée à Nuremberg, si j'ai bien compris. Je me souviens d'être là-bas, mais je ne sais pas si on a signé. Après, du coup, on va identifier, donc ça c'est celle d'après, on va identifier les composants. Donc tout ça, en fait, ce que je voulais partager ici, c'est que tout ça, c'est déjà standardisé quelque part. Donc oui, ça répond peut-être pas à 100% au monde ferroviaire, et c'est normal, parce que c'est quelque chose aussi qui est assez itératif, mais il y a déjà eu pas mal de travail dessus. Et donc derrière, on peut après définir un certain nombre de choses pour après faire des nouvelles versions. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, identification. C'est là où j'ai mis un tag RFID. Pour la partie partage de données, il y a le PCIS, et après il y a le PCIS donc, pour le matériel roulant, et le PCIS pour les organes. Donc ça, c'est des choses aussi qui existent. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses peut-être qui sont à faire et qui sont à réitérer, parce que là, je crois que c'est 2018, la dernière version. Donc je pense que tout le monde est preneur pour réitérer, en fait, de continuer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce qui me, entre guillemets, choque des fois, c'est quand j'entends en fait qu'il y a beaucoup de problématiques sur le partage de données, sur le PCIS, etc. Donc, à partir du moment en fait, il y a le standard et après les process métiers sont maîtrisés, normalement, ça devrait matcher assez rapidement en fait. Donc après, je comprends bien sûr qu'après, il faut qu'on se mette tous d'accord dans une filière, etc. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, ce qu'on a décidé de développer, c'est quelque chose le plus générique possible pour avoir, si demain il y a une nouvelle version, une nouvelle balise qui arrive, en fait, qu'on n'ait pas tout à redévelopper. Parce que je pense que c'est aussi la problématique, c'est que souvent, en fait, on fait exactement ce qu'il y a dans le standard, et donc derrière, on va bouger 2-3 choses, et ça, on va redévelopper, et donc ça a un coût, etc., et ça a du temps. Or là, nous, on a fait, bon, en fait, vous faites ce que vous voulez, et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà à peu près, j'essaie de tenir le truc. Ok, nickel. Super. Merci pour votre Merci attention. beaucoup à Dev CSI. Super. Nickel. Est-ce que vous avez des questions ? Tout était clair. Très bien. Apparemment. Super. Question si vous voulez. Non, mais je trouve que c'est une solution qui est très intéressante parce qu'elle a quand même beaucoup de souplesse. Moi, je me suis toujours posé la question. Alors, le domaine de la maintenance aéronautique, je l'ai connu un petit peu quand même, qui était très structuré en fait dès le départ, parce que la maintenance aéronautique, ça a été la condition même de la survie du transport aérien comme nouveau mode de transport à l'époque. Il fallait vraiment améliorer la fiabilité des avions. Donc il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement réglementées. On connaît tout sur les pièces. Quand vous changez un moteur, eh bien, vous devez remettre le moteur à celui qu'il possède avec toutes les pièces, soit toutes les pièces d'origine, en tout cas avoir la traçabilité de tout ce qui a été fait sur chacune des ailettes. Donc on est dans des systèmes qui sont très documentés, mais en même temps extrêmement lourds à gérer. Et ma question, elle est un peu là-dessus, c'est de se dire, finalement, avec ce que vous développez, je trouve qu'il y a là l'intérêt d'un dispositif qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, et qui pourrait peut-être à terme, s'il prouve par l'expérience justement toutes ces qualités, se substituer à des systèmes qui sont extrêmement lourds et très, très coûteux en termes de développement, bien sûr, parce qu'il faut les ajuster en permanence. Tout à fait. Après, c'est vrai que nous, alors pourquoi on est parti sur beaucoup de génériques, de standards généralisés. En fait, on a étudié pas mal de normes. Donc, comme je vous disais, la TASPEC 2000, par exemple, dans le domaine aéronautique. Alors, on est beaucoup dans la maintenance. Donc, il y a les S3000L, S1000D, etc., qui sont aussi des normes, en fait, qui vont venir, par exemple, caractériser la documentation structurée, comment je documente, comment je fais mes documents. Et la grosse problématique qu'on a dans ce type de standards internationaux, en fait, qu'on trouve, c'est que... Alors, je ne sais pas à quel moment en fait, ça a switché, mais en fait, c'est soit le métier commence à faire de l'informatique alors qu'il n'a pas à en faire, soit l'informatique commence à faire du métier alors qu'il n'a pas à en faire. Mais en fait, au bout d'un moment, on se retrouve dans quelque chose qui est totalement... Enfin, moi, je vois, il y a une norme qui s'appelle la S3000L qui vient définir comment on doit définir des plans de maintenance dans le soutien logistique intégré pour des systèmes complexes, notamment pour l'aérien, pour le domaine militaire. Waouh, il
Donc ils ont fait des modèles UML, c'est génial, hein, mais une fois que vous arrivez, vous dites ok, mais pourquoi il a fait ça en fait comme ça? Parce qu'en fait c'est pas le métier. Et après on a discuté avec eux, donc on envoie à des groupes de travail, on leur dit ouais mais en fait il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et après c'est du temps long, c'est-à-dire par exemple entre la S3000L version 1.1 qui était en 2010, je crois, et la 2.0 elle vient de sortir. Donc après, parce que après, faut emmener tout le monde. Et donc, ça met 10 ans pour une erreur de conception à un instant T. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le plus générique possible. Alors après, ensuite, pour être totalement interopérable, on a ce qu'on appelle en fait le système, entre guillemets, pour être plus simple, c'est un système d'import-export qui nous permet d'importer tout ce qui vient de la norme en natif norme et exporter tout ce qui est en natif. Comme ça nous permet en fait, au milieu, pour une organisation tierce de pouvoir en fait faire comme elle souhaite, mais après nous on lui garantit qu'elle est totalement compliant à l'entrée ou à la sortie. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, petite question, donc Elodie de GS1, je pense que j'ai fait 2 fois la présentation, donc ça devrait aller. J'ai une question sur du coup je ne sais pas si vous saurez me répondre sur les temps de lecture. Je ne sais pas si c'est vous qui fournissez le matériel RFID, mais comme vous écrivez dans la user memory, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe opérationnellement. Est-ce qu'on vient scanner plusieurs tags à la fois et vous avez directement les infos qui s'affichent, ou est-ce que c'est un à un parce que forcément le temps de lecture est un peu plus long si on vient lire la user memory? Ouais. Alors nous, on ne fournit pas ni le matériel de lecture ni les tags. Par contre, on développe tous les trucs derrière, en fait. Le temps de lecture, alors pour info, on avait fait des tests avec Christian Daniel, l'ancien SNCF. On a fait n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'en fait, on a pris une voiture, et dans la voiture, on a mis en porte-bagages, on a mis un tag RFID. Et en fait, on a écrit dans le PC, la user memory, on passait la voiture de plus en plus rapidement. Et donc, c'était un test scientifique, on va dire. Et donc, derrière, en fait, non, c'était juste pour être sûr qu'en fait, les temps étaient très, très proches. Donc en fait, ça va dépendre juste de la manière de calibrer. En fait, en gros, vu que c'est de l'électromagnétique, en fait, derrière, on va, au lieu de venir interroger une cible, on va tout interroger. Après, il faut avoir les bonnes... Parce que des fois, des fois, c'est sécurisé, donc on ne va pas pouvoir le lire. Mais par défaut, en fait, on va tout récupérer et après, on fait du post-traitement. Donc, on est très, très proche, en fait. Donc, c'est-à-dire que si je veux tout lire, par exemple, là, les 1500 tags... Airbus A350, il passe en fait en une fois, il se casse pas la tête. Il fait comme Decathlon en fait, sauf que c'est juste un avion. Donc c'est juste ça. Donc voilà. Oui. De rien, je vous en prie. Je sais pas si c'est bon. C'est bon cette fois. Pas d'autres questions? Bon, parfait. Merci encore en tout cas. Merci à vous, merci. Dans la suite de ces pitchs, je vais appeler Benjamin Algrin pour IT Optics de Xeolis. Et du coup, ça va tout décaler. Elle démarre où? Elle démarre là. Voilà, donc bonjour, Benjamin Algrin, IT Optics. Donc, non, dans l'autre sens. Voilà, donc nous sommes une société belge. Initialement, on a été fondé en 2000. On est une société informatique qui provient d'un centre de recherche où le début de nos activités était plutôt dans la conception de logiciels informatiques open source et dans la consultance. La consultance qui était plutôt orientée informatique et réseau, et ensuite le développement de logiciels sur mesure. Dans le cadre de nos activités, on a commencé à faire du projet à orientation logistique, avec une particularité RFID, avec des projets tels que Tranche Logistique ou un projet qui s'appelait T-Rex à l'époque, qui nous a permis de prendre des connaissances en termes d'utilisation des standards GS1 et de la RFID particulièrement. Et vers 2016, nous avons décidé de diversifier nos activités et de commencer à devenir éditeur logiciel et développer nos propres outils. Et donc, sur base de ça, on a développé dès le départ notre propre serveur EPCIS qui a servi de cœur à la suite de nos activités, parce qu'on est venu y greffer en fait toutes les couches d'acquisition et des couches d'exploitation dont nous avons eu nos premières commercialisations en 2018 sous la bannière Xeolis. Alors ici, vous avez un éventail des secteurs d'activité qu'on adresse. Alors, on est actif dans l'environnement pour tout ce qui est suivi de déchets, suivi du recyclage. On est actif aussi dans la santé, dans
dans le domaine hospitalier pour tout ce qui est notamment la traçabilité des UDI et par exemple tout ce qui est panier de stérilisation, où on suit tout le processus de stérilisation de paniers dans lequel il y a des équipements qui sont utilisés en chirurgie. Et donc on suit que ça passe bien à toutes les étapes. Ça a des implications importantes en termes de traçabilité réglementaire, parce que si jamais les phases de stérilisation ne se sont pas bien passées, forcément il faut retirer les paniers avant qu'ils ne soient consommés en bloc opératoire. Et aussi, au-delà de ça, les paniers de stérilisation, ils ont une date de péremption, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont passés dans l'autoclave, qui est la dernière phase avant pour être stériles, eh bien, ils ne peuvent seulement être consommés qu'en fonction des types d'autoclaves, que dans les 3 à 6 mois. Donc si jamais, en phase dans le bloc opératoire, ils scannent le panier de stérilisation, en fait la DLC elle est passée, eh bien, il y a un warning et ils ne consomment pas le panier. Pourquoi aussi? Parce que le panier, en fait, il est étiqueté, mais de manière pratique, il est aussi emballé dans une chemise en plastique bleu, enfin une chemise bleue, et donc le tag n'est plus disponible, et donc on vient remettre une double codification sur laquelle on rajoute également la DLC. Donc il y a le suivi du panier qui a cette codification unique, et on vient remettre une étiquette par-dessus avec le code du panier pour les phases pratiques. Oui, donc là je m'étends, mais on est aussi actif tout ce qui est transport et logistique, où on fait du suivi d'optimisation et plutôt orienté suivi de colis avec des codifications GS1 de type SSCC. Donc l'optimisation plutôt dédiée chauffeur-livreur et le suivi logistique. Dans la construction, c'est plutôt le suivi d'outillage sérialisé, donc savoir quel équipement on a remis à quelle ressource humaine, à quel employé, pour avoir tout son suivi. Et une autre particularité, c'est qu'on fait aussi du suivi PTI, donc suivi du travailleur isolé. On est aussi actif un peu dans le secteur de la défense, avec le suivi MRO et l'implémentation de la norme Aspect 2000 qui a été évoquée tout à l'heure, avec toute l'écriture dans la user memory. Et pour répondre à ces marchés, on a différentes solutions métiers dédiées. Donc le volet TMS, donc là c'est vraiment avec le module optimisation, liste de la tournée qui est à destination du chauffeur, application mobile où il peut déclarer en fait les colis, souvent sérialisés, qui scanne et qui va en fait charger et délivrer. Dans le domaine de l'environnement, c'est aussi des optimisations et en fait c'est une application qui est plutôt dédiée suivi du camion poubelle, parce qu'on a développé une application qui permet de faire le suivi de la collecte en porte-à-porte. Alors là, ça sort un petit peu du cadre GS1 parce que le suivi des tournées en porte-à-porte, ça ne rentre pas dedans. Pour le secteur de la santé, je l'ai évoqué, c'est tout le volet avec le suivi de la stérilisation, mais aussi tout le suivi de box isothermes pour le secteur de la Croix-Rouge, donc pour le secteur de la santé, pour notamment la Croix-Rouge de Belgique, où on suit en fait toutes les box isothermes de manière sérialisée et leur contenu. Et donc on sait à tout moment où se trouve quelle caisse, avec quel produit. Et tout ça est optimisé dans des missions de livraison, aussi bien des centres de prélèvement vers le grand centre de collecte et ensuite du centre de traitement, collecte, traitement vers les hôpitaux pour être utilisés en hôpital. On a un volet PTI que j'ai évoqué qui est le suivi de travailleurs isolés avec la géolocalisation en permanence des ressources humaines. Un volet gestion location qui a pour vocation qui a une composante commerciale où on peut gérer en fait des cycles de récurrence et de visites sur chantier, parce que c'est plutôt orientation livraison sur chantier. Et donc avoir la fréquence des révisions de visites sur chantier de matériel de location. En fait, les matériels de location, c'est typiquement des cabines de chantier pour donc des WC de chantier. Et donc derrière ça, il y a tout le principe de facturation et le volet MRO. Et de manière transversale, on a aussi des applications qui permettent de la traçabilité d'assets, le tracking automatisé, alors soit avec des balises BLE ou des portiques RFID. Et on a aussi une grosse composante qui permet de faire du tracking IoT
avec soit des gates, soit avec, possiblement avec les équipements mobiles, avoir la lecture de données IoT type humidité, température. C'est notamment utilisé pour le volet médical, pour le suivi du contenu des box de la Croix-Rouge. Bon, tout ça, nous avons de par les débuts de nos activités, on a tout vraiment basé, tout l'ADN de notre plateforme sur des standards, et plus particulièrement les standards de GSA, et dont le standard EPCIS. Donc tout ce qui tourne autour de notre plateforme rentre et sort EPCIS. On a aussi une composante qui permet de gérer des formats EDI, plutôt à connotation transport. On a implémenté un standard de chez GS1 qui est les EDI XML, qui met purement pour tout ce qui est demande de transport et le suivi de transport. Et donc tout ça pour vocation de faire de la digitalisation de processus et aussi de rendre tout ça collaboratif. Et donc on commercialise ça sous forme d'une plateforme en SaaS qui s'articule, qui se combine avec des applications mobiles pour la saisie terrain, et ça peut être interfacé avec les applicatifs tiers des entreprises, ça peut être un ERP notamment, ou des solutions comptables, ou pourquoi pas un WMS aussi. Et donc on gère 3 gros aspects. Donc c'est vraiment la partie acquisition, l'acquisition de toutes choses. Tout ce qui est acquis est collecté et storé au sein d'un EPCIS. Enfin, on en a une 50aine qui sont en service. Et toutes ces données sont en fait exploitées à travers la plateforme de management, qui est vraiment la plateforme en SaaS, qui est disponible depuis le web, qui permet de superviser un peu l'ensemble des choses qui s'y passent. Alors, donc ici, il y aura une redite parce que je ne m'attendais pas, enfin, je ne connaissais pas le sujet de tous les gens, mais donc on a vraiment basé toute notre structure sur les standards GS1. En termes d'identification, on gère tout ce qui peut être, tout ce que GS1 a couvert, donc c'est tout ce qui est GTIN, mais GTIN surtout le volet LGTIN, donc l'identification au niveau, donc les GTIN, pour rappel, c'est les trade items, donc c'est toutes les unités de vente. On le gère au niveau LO, donc les LGTIN, mais aussi et surtout au niveau de SGTIN, donc les unités sérialisées. On gère tout ce qui est codification SSCC pour le colis, les grey codes, ça c'est pour les unités de transport réutilisables, clairement c'est pour tout ce qui est caisse, palette, unités de transport, tout ce qui est codification GLN, mais on descend même jusqu'au SGLN. On a un client qui a, au niveau de son organisation, jusqu'à 40 000 SGLN. Il fait du stockage d'archives, et donc on va jusqu'à identifier chacune des étagères pour savoir quelle caisse d'archives se trouve sur quelle étagère, parce qu'il y a plusieurs entrepôts et ils gèrent des caisses d'archives pour des clients. Archives qui doivent parfois sortir quand il faut de nouveau retourner dans les papiers. Forcément, on gère du GIAI et aussi de l'ADI dans le secteur de la défense. Oui, voilà. Forcément, on gère tout mode d'acquisition de lecture de support, donc forcément du GS1 Data Matrix, du GSN 128 et du GS1 128 et la lecture de puces RFID, EPC Gen 2. Et tout ça pourrait être exploité dans le gros système d'information qui est l'EPCIS. Alors, petit rappel forcément, parce que j'avais ce slide-là. Donc l'EPCIS, les 5 dimensions, quoi, où, comment, pourquoi et par qui. Et ça a surtout pour vocation d'être partager de l'information. Partager l'information qui peut prendre différentes formes. Alors, on ne l'a pas trop évoqué aujourd'hui, mais le PCIS, il a pour vocation de stocker tout ce qui est événement du flux physique ou du flux réel sur des biens. Mais il peut y avoir différentes formes d'événements. Alors, on a surtout évoqué l'object event, donc c'est vraiment un événement déclaré par rapport à un objet précis. Mais il y a aussi des événements de type aggregation event qui permettent de faire de l'assemblage contenu-contenant. Et donc c'est là qu'on peut savoir quel composant est dans quel train, notamment. Et aussi le décommissionnement, désagrégation quand on veut retirer un élément d'un train. Il y a aussi le volet transaction event, qui permet aussi de lier en fait
des éléments physiques avec des numéros documentaires. Donc c'est là qu'on peut faire le lien avec un numéro de bon de livraison ou un ordre de fabrication. Et donc on peut faire le lien entre un ordre de fabrication et des pièces qui sortent de ligne de production. Et donc c'est là qu'on peut faire le lien entre un événement EPCIS et des informations qui se trouvent potentiellement dans un ERP ou dans un outil de gestion de production. Oui, autre chose que j'ai... Oui, mais ça c'est un peu passé, mais tout ce qui est GSA, on a aussi tout un volet qui est propre à la définition des événements, mais aussi tout un volet qui couvre les master data. Et c'est là qu'on peut retrouver en fait tout le vocabulaire et en fait toute la nomenclature qui va être exploitée à travers les événements afin de parler un langage commun. Pour revenir à Xeolis, c'est un gros toolbox qui permet de gérer beaucoup de choses. Donc on gère des choses au niveau de la gestion des assets, cycle de vie et gestion de processus. Ça adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de filières, l'industrie, la santé, la logistique, la construction et bien d'autres, parce qu'au final, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, en fait, il peut être généralisé, comme on l'a dit tout à l'heure, à plein de secteurs d'activité. Et tout ça pour le but de collecter, collaborer et partager ces informations. Et pour synthétiser quelques éléments qui étaient propres au sujet du jour, on peut stocker des informations sur les données de fabrication, des informations type fiche produit, tout l'historique de cycle de vie d'unité, tous les aspects logistiques et stockage. Donc une pièce, on peut savoir précisément où elle se trouve, dans quel état, tout le statut des choses, et tout ça peut être partagé à apporter de l'information aux parties prenantes, que ce soit le fabricant, donneur d'ordre et même les collaborateurs. Et organismes externes pour tout ce qui était aspect certification évoqué pour la partie EPI. Donc ça, c'est une représentation très simplifiée de nos blocs. Donc on retrouve en bas, c'est tous nos modules d'acquisition. Le premier en orange, c'est Xpedio, c'est le volet, c'est une application mobile. Les trois premières sont des applications mobiles qui tournent sur Android. Le premier, c'est vraiment celle-là qui va être utilisée par les chauffeurs-livreurs pour avoir leur tournée et pouvoir avoir la guidance, déclarer réellement les colis qui chargent, les colis qui déchargent et tout le suivi jusqu'au proof of delivery, signature et reporting et notification de la bonne livraison des choses. Le volet EasyCase, qui est vraiment notre outil magique qui permet de très facilement, en quelques minutes, de configurer des processus de traçabilité conformes au standard GS1. Donc on peut qualifier en fait un scénario, on aura une illustration simplement d'une icône, mais derrière une icône, on peut définir en fait un processus de traçabilité qui va être propre à un opérateur. À travers ce processus-là, il aura simplement le technicien sera guidé par les opérations qu'il doit faire. Il doit scanner un code, il doit identifier un lieu, il doit saisir des informations. Il fait envoyer et ensuite, automatiquement, ça génère un événement EPCIS et événement EPCIS qui est ensuite 5 minutes, très bien. Remonter dans le système, repousser dans le PCS et exploiter dans la plateforme de management. On peut forcément, comme on est standard, s'interfacer avec des systèmes tiers type ERP, WMS, TMS. Ouais, et là. Ouais, et puis ici, c'est pour le volet gestion d'assets, on a des informations relatives aux fiches produits, les localisations, cycle de vie, quelle est la dernière maintenance qui a été faite sur un objet, révision plutôt ici dans ce cas-ci, et à quelle date elle devrait être de nouveau révisée. On a, grâce à comme tout est un peu géolocalisé, on peut automatiquement faire des auto-assignations à des zones géographiques. Donc on peut définir des zones et par un système de géofencing, automatiquement faire des auto-assignations d'objets à des lieux. Et là, vous avez un exemple d'un dashboard qui est customisable parce que tout est façonnable en fonction du profil de l'utilisateur. On peut mettre en avant des indicateurs en fonction du profil de la personne. Alors, pour répondre aux thématiques du jour, on a eu la chance de participer à des projets avec Thales, notamment en Belgique, sur le suivi MRO pour la maintenance de pièces. Et dans ce cadre-là, on a fait toute l'intégration du volet, ici,
Ici, il y a une modélisation très simplifiée, parce que c'est plus complexe que ça, d'un processus de traçabilité qu'ils ont mis en œuvre. Et donc, derrière chaque case mauve, en fait, un événement, il y aura un événement de traçabilité qui va remonter dans le système d'information et est exploité en couche haute. La particularité, c'est qu'il y avait aussi là, une composante conforme au standard ATASPEC 2000, où ça a été évoqué, écriture dans la user memory, et on a un système de synchronisation qui permet de relire les informations dans l'ATASPEC 2000 et de les repousser dans le PCIS. Ça a comme avantage que si on ne possède pas la pièce dans les mains physiquement, on peut quand même avoir accès aux informations qu'on a déversées dans notre système d'information. Voilà, ici une illustration de l'application mobile, et chaque case, en fait, ils sont customisables, et tout ça fonctionne en asynchrone, donc on n'est pas obligé d'avoir de la connectique pour pouvoir faire de la traçabilité. Derrière chaque action, eh bien, on est guidé, derrière, on a l'écran de droite, où on demande une saisie de code, on demande un état de conformité, et on peut même avoir plusieurs étapes avec des prises de photos, et tout ça remonte dans la plateforme avec ici la fiche produit, la dernière étape. On a la même chose en fait sur le volet EPI, où on peut, ici on a un dashboard avec des informations qui montrent combien d'éléments sont sur une étagère, dans quel état ils sont, les informations de dernière révision, fiche produit. Et ici, on a interrogé le PCIS pour avoir les 5 derniers événements de l'objet sérialisé en question, pour avoir ici on voit la dernière certification, la date de dernière certification, dernier endroit de stockage, et puis quand on demande derrière les petites icônes, on a vraiment l'enveloppe pure GS1 conforme au standard. Voilà. Et ici quelques références dans le secteur, et notamment ArcelorMittal, là c'était notamment pour le secteur BIM, où on fait de l'écriture sur puce RFID directement sur ligne de production, de panneaux sur des panneaux de bardage de façade qui seront ensuite communiqués dans le BIM. Pour info. Et voilà. Voilà, c'est un peu tout. Merci beaucoup.